À présent, nous allons passer à notre débat principal. C'est sûr que les Égyptiens vivant à l'étranger jouent un rôle primordial pour vraiment promouvoir l'image correcte de l'Égypte actuelle, pour expliquer les plans de réforme et également en retournant à leur pays d'origine, ils jouent un rôle important pour l'économie égyptienne. Afin de mieux parler de tous les aspects concernant ce dossier des Égyptiens vivant à l'étranger ou qui veulent bien retourner pour vivre ici en Égypte, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Nadim Samir Samna, consultant en stratégie des entreprises. Bienvenue à notre programme. Merci beaucoup. Vous êtes un Égyptien qui a vécu longtemps à l'étranger, oui, à l'Occident. Actuellement, vous êtes en Égypte. Je crois que vous avez découvert l'Égypte actuelle avec plein de mouvements, des réformes économiques et de plans pour l'amélioration des conditions de vie. Je voudrais savoir tout d'abord, selon vous, votre vision de l'Égypte actuelle avec les programmes de réforme qu'on est en train de déployer et comment, comme un Égyptien qui retourne à son pays natal, comment voyez-vous ces plans? Tout d'abord, moi j'ai vécu plus de 20 ans à l'étranger et c'est vrai, les dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Et je revenais pour les vacances et j'ai toujours des liens très très forts avec soit la famille, soit les amis. Donc je suis quand même de près de ce qui se passait en Égypte. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un vrai changement d'état d'esprit. On regarde l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme. On a envie de faire changer les choses. On sent qu'on a pris du retard, disons, pendant quelques années. Et là, on veut rattraper ce retard. Donc ça veut dire qu'on veut redoubler les efforts. Et en ce sens, les réformes sont très nécessaires pour améliorer un système qui est devenu archaïque et n'a pas bougé pendant quelques décennies. Et c'est vrai que c'est cet élan de dynamisme qui m'a motivé pour revenir en Égypte et contribuer à donner ma humble contribution pour aider cet élan de transformation et de modernisation de l'Égypte. Donc c'est sûr, c'est très positif. Tout ce qui se passe, les réformes économiques, là on sent que le programme du FMI s'est très bien déroulé et ça donne les fondamentaux, les bases pour vraiment développer une économie moderne. Je pense que les 5-10 prochaines années, l'Égypte sera un des pays avec le plus de croissance dans le monde. Et bien sûr, l'Égypte essaye de déployer les efforts sur le plan diplomatique officiel afin de gagner plus de confiance sur le marché international, mais également sur le plan populaire, les Égyptiens vivant à l'étranger ont un rôle qu'ils assument très bien actuellement. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails concernant les Égyptiens vivant surtout, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, comment ils contribuent à l'explication de tout ce qui est nouveau en Égypte, du plan ambitieux concernant l'économie égyptienne? Alors, je dois d'abord dire que l'image de l'Égypte, de manière générale, est très positive à l'étranger. Oui. L'Égypte, c'est un des plus grands pays au monde. C'est une histoire, une civilisation qui date de plusieurs milliers d'années. Donc, tous les pays au monde connaissent l'Égypte, savent très bien situer l'Égypte sur la carte. Et dès qu'il y a des nouvelles, on s'intéresse toujours à ce qui se passe en Égypte. Et le rôle des Égyptiens qui vivent à l'étranger, c'est bien sûr relayer les bonnes nouvelles, tout ce qui se passe de positif en Égypte, et aussi expliquer de manière un peu plus fine les événements qui peuvent exister ou qui, pour détricoter certaines nouvelles qui peuvent apparaître comme ça dans les médias, pour vraiment transmettre les bons messages on va dire, à leur entourage, que ce soit social ou professionnel, dans les pays où ils vivent.
Très bien. Alors, on avait vu ensemble un commentaire concernant la jeunesse en Égypte, 23 millions de jeunes de moins de 30 ans. Et bien sûr, c'est une richesse humaine appréciée en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi accorde vraiment un intérêt très accru à cette jeunesse. Plusieurs conférences qui regroupent la jeunesse, des forums, ont été également données sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, en invitant surtout les jeunes Égyptiens vivant à l'étranger. Est-ce que vous êtes au courant de ces conférences, oui, de ces forums? Oui, là, si j'ai suivi, puis même, j'ai des collaborateurs qui ont participé à ces forums, à Sharm el-Sheikh, c'était il y a 2 ans. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Ça permet de donner un micro, enfin en tout cas donner la voix et écouter les jeunes. C'est l'avenir. Ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que on va dire les adultes ou les personnes un peu plus âgées. Et c'est la force vive du pays. C'est eux qui vont vraiment transformer le pays. C'est eux qui, là on parle aujourd'hui, c'est la 4e révolution industrielle, enfin tout ce qui est technologique, les réseaux sociaux. Les jeunes, c'est eux qui sont vraiment nés dedans et qui se débrouillent très bien et qui peuvent vraiment profiter de tous les bénéfices de cette technologie pour se développer, pour mieux communiquer, pour produire de nouveaux services, pour exporter aussi de nouveaux services, pour tisser des liens avec les autres pays pour pouvoir exporter. Sans les jeunes, on ne peut pas se développer. Alors, si on parle que la première génération d'Égyptiens qui ont immigré à l'étranger ou qui vivent depuis longtemps à l'étranger sont liés à leurs racines par naissance, la deuxième et la troisième génération peut-être découvrent l'Égypte à travers le petit écran ou à travers l'Internet. Ils viennent visiter l'Égypte pour une durée limitée et peut-être ces forums sont également créés afin de trouver le lien avec ces jeunes de la deuxième et de la troisième génération qui vivent à l'étranger pour revenir et pour découvrir l'Égypte comme il le faut. On a essayé de le faire, mais il reste également beaucoup plus d'efforts à déployer en ce qui concerne ce sujet. Selon vous, comment peut-on vraiment attirer la deuxième et la troisième génération d'Égyptiens vivant à l'étranger pour qu'ils soient beaucoup plus liés à l'Égypte? Après, l'Égyptien, là, l'Égypte, ça reste un pays touristique, donc il y a quand même beaucoup de choses à voir. On veut leur retour, pas comme touristes, mais comme citoyens égyptiens qui contribuent à la réforme actuelle en Égypte. Après, lorsqu'on parle de lien avec l'Égypte, il y a différents niveaux. Il y a un lien, dès qu'on écoute l'Égypte dans les nouvelles, on regarde, on s'intéresse. Il y a le lien qu'on revienne comme touriste, parce que touriste, on profite, de la plage, on regarde les monuments historiques, mais aussi on découvre tous les nouveaux monuments, le nouveau Caire, le 6 octobre, ou les nouvelles villes, l'Alamein, ou ce qui se passe dans la nouvelle capitale administrative. Donc ça donne des idées, ça inspire pour éventuellement profiter de cet élan de croissance et se dire pourquoi pas je participe à un projet. Ou pourquoi pas je cherche à travailler en Égypte, ou pourquoi pas, moi j'ai eu aussi des stagiaires qui vivent en France et qui sont revenus pour passer quelques mois en Égypte pour savoir aussi ce qui se passe. Et ça, c'est la deuxième ou la troisième génération qui garde quand même des liens forts avec l'Égypte. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi ceux qui veulent revenir pour prendre leur retraite et qui achètent de l'immobilier en Égypte. Il y a ceux qui commencent à se dire l'Égypte, ça peut être une bonne destination pour d'investissement et ils transfèrent de l'argent. Et en ce sens, il y a quand même 30 milliards de dollars qui sont transmis par les Égyptiens à l'étranger chaque année. Enfin, en tout cas, en 2018, c'est 30 milliards de dollars. C'est quand même une somme importante. C'est beaucoup plus que ce que rapporte le canal de Suez, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un lien très, très fort. Et ce lien, il peut être déposé dans des bons d'investissement dans des banques égyptiennes. Par la suite, il peut se transformer en investissement actif, productif, industriel.
Il peut aussi être transformé en des liens commerciaux pour aider des entreprises égyptiennes à exporter à l'étranger, là où ces Égyptiens sont déjà installés. Ils ont déjà un réseau professionnel très très fort. Et c'est vrai que c'est un capital et c'est une richesse qui n'est pas encore pleinement exploitée. Ça peut être exploité par favoriser des liens entre des entreprises égyptiennes qui veulent exporter avec les communautés qui sont installées à l'étranger, avec aussi création aussi des forums d'emploi dans certains pays pour favoriser le retour de jeunes égyptiens qui ont grandi à l'étranger, pour qu'ils puissent aussi partager leur expérience et aussi favoriser à former les Égyptiens qui sont en Égypte, on va dire aux standards internationaux, et où il y a aussi beaucoup de multinationales qui commencent à s'implanter ici en Égypte, qui veulent aussi une main-d'œuvre qualifiée, et ils vont favoriser des personnes qui ont étudié aussi à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont étudié, ils savent c'est quoi leur culture, et puis favoriser aussi l'intégration de ces entreprises internationales en Égypte avec le tissu local. Ça va être le lien entre les investisseurs étrangers et l'économie égyptienne. Ça reste un point très important en parlant d'Égyptiens qui ont reçu une éducation à l'étranger et qui veulent retourner en Égypte. À travers cette génération également, il y aura une sorte de transfert pas de technologie, mais de savoir-faire, de connaissances, également peut-être de formation pour d'autres générations, de nouvelles générations en Égypte. Est-ce qu'il existe actuellement des idées ou des plans par exemple des associations des Égyptiens vivant à l'étranger concernant ce volet, le transfert de formation ou de savoir aux Égyptiens, aux jeunes Égyptiens? Enfin, moi, je n'ai pas une connaissance. Ou échange. On peut non seulement parler de transfert, mais également d'échange. Oui, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des Égyptiens qui vont partir à l'étranger. C'est des Égyptiens qui ont grandi en Égypte. Ils vont partir à l'étranger pour soit faire toutes leurs études ou faire une année ou un semestre à l'étranger. Donc, ils vont rencontrer on va dire des étudiants internationaux. Et il y a aussi des Égyptiens, ou ça peut être aussi des étrangers, qui viennent en Égypte pour une partie de leurs études, pour qu'ils découvrent aussi l'économie égyptienne et tout le potentiel de croissance de l'Égypte. Et ça peut commencer à les inspirer pour se dire oui, pourquoi pas, j'ai une idée de start-up, j'ai une idée d'une entreprise, je peux la monter en Égypte, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent favoriser la réussite professionnelle en Égypte. Je dis, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, l'Égypte, c'est un pays émergent, donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut trouver des solutions ou développer des solutions pour tout ce qu'on rencontre au quotidien en Égypte. On va dire en Europe ou en Amérique du Nord, c'est les pays avancés, ils ont déjà tout. Ils n'ont pas de problème. Saturés, les marchés sont saturés. C'est vrai, ça c'est saturé. Lorsqu'on regarde la croissance, elle est nulle. Aujourd'hui. Très bas. Oui, très basse. La croissance, le taux de croissance est très bas parce qu'on est arrivé au maximum. C'est ça. Et puis là, vous parlez de jeunesse. La moyenne d'âge en Europe, c'est autour de 45 ans. C'est-à-dire que vous avez autant de personnes qui ont plus de 45 plus âgées ans que les jeunes. Voilà. Oui. Et ça veut dire qu'il y a quand même une bonne portion de la population qui a déjà atteint l'âge de la retraite, qui ne travaille plus, ils ne contribuent plus à l'économie. Et bien sûr, ils n'ont pas envie de changer, parce que lorsqu'on dépasse un certain âge, on n'a plus envie de changer. Oui. Et du coup, la population active, les gens qui peuvent vraiment travailler, baissent. Il y a aussi un phénomène de réduction ou de baisse de la population en Égypte, alors en Europe. Ça a commencé au Japon, les Japonais, ils étaient à peu près 120 millions. Aujourd'hui, ils sont autour de 105 millions, je crois, 100 ou 105.
Oui. Donc ils ont perdu quand même quelques millions et c'est ce qui se passe en Europe. Oui, vous avez mentionné un point qui s'avère important pour l'Égypte actuellement et qui est sur l'agenda de réforme économique, c'est l'entrepreneuriat et les start-upers. Plusieurs programmes et initiatives qui engagent les jeunes Égyptiens dans ces domaines existent actuellement, surtout en ce qui concerne la nouvelle technologie et les logiciels. Mais est-ce que les initiatives dépassent les frontières de l'Égypte pour aller de l'autre côté aux Égyptiens vivant à l'étranger afin d'encourager ces initiatives nationales? Enfin moi, ce que je vois, c'est aujourd'hui, on commence à avoir de start-up qui réussissent bien, qui se développent en dehors de l'Égypte, qui commencent à devenir des champions régionaux. Même en Égypte, en Nord-Égypte, j'ai entendu parler de plusieurs start-upers dans le domaine des logiciels, dans le domaine de l'informatique, dans de petits villages de la Haute-Égypte, mais soudainement, ce sont des génies connus de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, et qui ont vraiment connu une réussite. Vous êtes au courant des initiatives lancées actuellement pour l'entrepreneuriat et les start-upers égyptiens? Alors, enfin, je suis au courant, il y a beaucoup d'initiatives. Mais cette initiative s'avère très importante parce qu'elle touche cette tranche de jeunesse qui est vraiment l'élément essentiel pour le développement de l'Égypte. Alors oui, on l'appuie avec force. Bien sûr. Parce que lorsqu'on parle de start-up, c'est quoi? C'est des entreprises qui sont à très fort potentiel de croissance. Ça veut dire que ça peut être une solution pour l'emploi. Ce sont comme vous dites, des entreprises qui développent des logiciels, en tout cas qui sont très liées à la technologie. Ça veut dire qu'ils développent un emploi qui est aussi qualifié. Et ils ont besoin d'ingénieurs, ils ont besoin de personnes qui sont très bien formées. Ce qui donne un élément de motivation supplémentaire pour des jeunes égyptiens pour eux-mêmes développer leurs connaissances et dépasser les limites de leurs études et vraiment devenir savants dans leur métier. Alors, il y a des histoires de réussite qui se sont développées ici en Égypte et qui commencent à rayonner à travers la région, à travers de l'autre côté de la Méditerranée ou en Afrique ou au Moyen-Orient. Et ça permet aussi d'attirer des jeunes Égyptiens qui sont installés dans des pays environnants, qui vont être attirés par ce genre de nouvelles, parce qu'ils sont passionnés par la technologie, parce qu'ils sont passionnés par l'entrepreneuriat, et qui peuvent se dire, tiens, moi j'ai une idée, pourquoi pas, je peux la développer en Égypte. Ou alors, j'ai vu une idée réussie en Égypte, et je peux l'implémenter, la développer dans le pays où je suis installé. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Oui. Vous êtes consultant en stratégie des entreprises. Alors j'ai une question en tête concernant la réussite de ces entreprises, de ces start-upers, de ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. Comment choisir vraiment le plan qui peut garantir la réussite? Pour une start-up, la garantie, c'est jamais garanti. Mais en tout cas, il faut essayer. Il faut essayer, il faut être passionné, il faut vraiment faire ce qu'on aime. Après, il y a quelques principes, on va dire, de gestion, de bonne gestion dans l'entreprise. Il faut regarder son cash flow, il faut faire un planning, il faut vraiment... moi, c'est ce que je dis aussi, lorsqu'on apporte une nouvelle solution, il ne faut pas que la nouvelle solution soit 3 ou 4 fois seulement meilleure que la solution existante. Il faut qu'elle soit 100 fois supérieure à ce qui existe, pour que ça explose et ça devienne une idée utilisée par tout le monde, très réussie, qui a une très bonne expérience client. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de start-up qui sont pressées pour développer une solution et puis tout de suite la mettre sur le marché et tout de suite avoir des clients, alors que la solution, elle n'est pas encore optimisée, elle n'est pas encore finie et tous les tests n'ont pas encore terminé. Et ça permet de tester et d'apprendre pour pouvoir développer quelque chose de plus abouti, mais en même temps, ça écorne la réputation, l'image d'une start-up.
Et c'est vrai que les startups, elles peuvent se développer en ayant beaucoup de clients, on va dire, particuliers, mais aussi peuvent se développer en ayant des partenariats avec les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, en fait, c'est ce qui se passe à l'étranger, enfin, surtout en Europe et surtout aux États-Unis, c'est qu'ils font des partenariats avec les startups parce que c'est vraiment les startups qui sont capables d'innover. Les grandes entreprises, il y a beaucoup de couches, on va dire, de gouvernance. Ils peuvent pas changer, ils peuvent avoir des départements d'innovation, mais ils ne sont pas capables de vraiment de transformer l'entreprise à l'intérieur parce qu'ils ont déjà leur activité commerciale et qui marche bien. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, moi, je vais regarder toutes les startups qui existent sur mon marché et je vais les tester et je vais choisir la meilleure qui peut vraiment compléter mon activité et qui peut vraiment avoir une valeur ajoutée à mes clients. Alors, il y avait un obstacle pour la réforme économique avant, c'était que par peur, par crainte d'avoir des risques ou un échec pour ces start-upers, pour ces jeunes entrepreneurs, on préférait toujours un travail beaucoup plus monotone, lié par exemple à devenir salarié, oui, à l'administration, mais maintenant avec les plans de la bonne gouvernance, de la transparence, de tout le système administratif en Égypte, on a vraiment une nouvelle vision et on veut encourager les jeunes à vraiment avoir ces idées, à se lancer sur le marché du travail comme il le faut, mais également avec les armes nécessaires, c'est-à-dire pour limiter les risques pour ces jeunes. Vous avez parlé par exemple des jeunes qui veulent acquérir la réussite rapidement. Tandis qu'il faut, par exemple, élaborer beaucoup plus les plans avant de se lancer sur le terrain. Alors, pour limiter les risques, est-ce qu'on a besoin de former ces jeunes à travers des programmes, les encadrer à travers des astuces? Qu'est-ce qu'on fait pour les mettre sur les bons rails? Alors, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs programmes qui existent. Et on en crée de nouveaux quasiment chaque mois. Il y a des programmes qu'on appelle des accélérateurs de start-up. Et peut-être ce qui manque, c'est ce qu'on appelle des incubateurs. Et des incubateurs, souvent, on les retrouve aussi dans les universités. Et c'est très important. Les incubateurs, en fait, ça donne un environnement de travail. Là, vous êtes un ou une jeune, vous avez une idée, vous voulez développer cette idée. Eh bien, on vous donne un environnement de travail, un bureau, un espace partagé, une connexion Internet, quelques contacts et surtout beaucoup d'encadrement de personnes qui peuvent être expérimentées et qui peuvent guider les jeunes. Exactement. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait dans chaque université ce genre d'incubateur. Pour que aussi les jeunes commencent à développer leurs idées avant de terminer leurs études. C'est-à-dire qu'ils font aussi du développement. Enfin, si c'est quelqu'un qui est très bon en informaticien, il peut commencer à développer une solution en parallèle avec ses études. Pour qu'il puisse aussi avancer et accélérer et aussi trouver des amis ou en tout cas des collègues pour qu'ils puissent développer une entreprise ensemble. Parce que c'est vrai que les startups, c'est quand même très dur. On travaille beaucoup pour développer une startup et c'est plus facile quand on est plusieurs. Et pour les financements, le financement de tels projets, on a recours toujours à des instances de l'État, par exemple, pour les... moi, je dis, en fait, il y a plusieurs étapes dans le développement d'une startup. Donc, ce que je disais, par exemple, à la sortie des études, avoir ces espaces, ces incubateurs, on n'a pas forcément besoin de financement. Parce que ces incubateurs, ils servent à donner un environnement de travail où les entrepreneurs peuvent développer une solution pendant X mois, et ça peut aller jusqu'à 2 ans, pour qu'ils puissent, si la solution est vraiment très compliquée
et doit être très abouti. Ensuite, on passe à un stade, on commence à avoir une entrée sur le marché. Et là, on rentre dans des programmes, ce qu'on appelle des accélérateurs. Voilà, on a déjà une solution, on a commencé déjà à la mettre sur le marché. On veut accélérer le développement de cette entreprise. Et ensuite, on commence à avoir, avoir une idée si l'idée ou la solution qui est développée par ces entreprises sont vraiment attendues par le marché, sollicitées par les clients ou non. Et si on commence à voir qu'il y a quelques pépites, on se dit, bah voilà, il y a un financement, il y a des réseaux de ce qu'on appelle des investisseurs, des anges investisseurs, enfin angel investors, qui sont des personnes qui ont... fil de secours. Oui, enfin, ils sont passionnés aussi par la technologie. Beaucoup, en fait, ont déjà eu eux-mêmes des réussites dans l'entrepreneuriat. Ils ont vendu leur entreprise. Et ils sont passionnés, ils veulent aider aussi les jeunes entrepreneurs. Et ensuite, on passe à d'autres types de financement un peu plus structurés. Et en fait, aujourd'hui, déjà, l'État participe à beaucoup de programmes en collaboration avec les donneurs internationaux qui participent aussi à des programmes pour monter soit des accélérateurs de start-up ou d'autres structures de soutien aux startups. Mais l'État, moi je dis, l'État participe déjà beaucoup. Il y a le week-end dernier, il y avait un très grand forum. Je ne sais pas si je peux citer le nom, mais c'est un très grand forum où il y a eu la rencontre de beaucoup de startups avec des investisseurs, avec des entrepreneurs, avec des entreprises qui souhaitent aussi collaborer avec des startups. C'était sur 3 jours, je crois. Et ce genre de rencontre, bah, ça permet aussi de soutenir les startups, ça permet aussi de donner des possibilités d'investissement, parce qu'il y a aussi ce genre de collaboration, pour vraiment développer, parce que c'est l'avenir, c'est l'avenir. Alors, je tiens à vous remercier, Monsieur Nadim Samir Samna. Vous êtes consultant en stratégie des entreprises et vous avez parlé aujourd'hui de l'expérience d'un Égyptien qui a vécu à l'étranger, de retour en Égypte. Comment peut-on encourager, on a nommé les jeunes et les start-upers pour bien contribuer à la réforme économique actuelle en Égypte. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition de direct pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.